Bienvenue au centre de Londres. Permettez-moi de me présenter. Je suis Phileas Fogg. Je suis née et j'ai grandi dans ce lieu. J'adore la ponctualité et la tranquillité. Je passe la plupart de mon temps libre au Reform Club en lisant et en jouant aux cartes avec mes amis. Je joue au whist, un jeu silencieux qui s'adapte bien à mon caractère. Je n'ai pas l'habitude d'organiser de fêtes ni de voyager. En réalité, je n'ai jamais fait aucun voyage. Jusqu'à ce jour du 2 octobre 1872, il se passa alors quelque chose qui tenait de l'incroyable. Je m'étais rendue comme chaque jour au Reform Club où j'avais déjeuné et passé l'après-midi plongée dans la lecture des journaux. Vers le soir, arrivèrent au club des amis, eux aussi comme moi, joueurs de whist acharnés. Il y avait l'ingénieur Andrew Stewart, les banquiers John Sullivan et Samuel Fallentin, le fabricant de bière Thomas Flanagan et Gauthier Ralph, un des administrateurs de la Banque d'Angleterre. Ils commencèrent immédiatement à discuter à propos d'un gros vol qui avait eu lieu la veille au soir. Il paraît que le voleur n'est pas un voyou, mais au contraire un gentleman, qui a réussi à escamoter une liasse de billets de banque de la table du caissier pendant que celui-ci était occupé. Pensez un peu, 55 000 livres, mais c'est une somme énorme. Je ne crois pas qu'on le retrouvera. Un homme très habile et la terre est si grande. Qui sait où il a pu se cacher? Le monde n'est pas si immense que ça. Il fut un temps où il était peut-être, mais désormais tout a changé. J'ai lu dans un livre que 80 jours suffisent pour faire le tour du monde. Mais c'est impossible! Tout le monde s'esclaffe. Non, mais c'est impossible! Moi, j'y parviendrai. Je parie 20 000 livres que j'y parviendrai. Le train pour Douvres part ce soir à 8h45 et c'est bien celui-là que je prendrai. Personne n'eut le courage de renoncer à ce défi, et tous participèrent au pari. Le tour du monde en 80 jours, n'était-ce pas une chose inouïe? Juste avant 8 heures, je demandai à Passepartout, le majordome que je venais d'engager, de préparer les bagages avec 2 chemises, 3 paires de chaussettes, le reste on l'achèterait durant le voyage. Le pauvre homme manqua de s'évanouir. Il s'agissait d'un majordome qui avait voyagé en long et en large dans le monde entier et qui, après tant d'aventures, avait décidé enfin de se poser et de travailler pour un paisible gentleman anglais comme moi. « Vite! Dans 10 minutes, nous devons être à la gare !» Sur le coup de 8 heures, tout était prêt. J'enfilai une grosse liasse de billets de banque dans le sac et nous montâmes, Passepartout et moi en voiture, pour la gare de Charing Cross, où je retrouvai les amis du Reform Club venus me saluer. Messieurs, je pars avec mon majordome. À mon retour, vous pourrez contrôler mon itinéraire grâce aux différents visas qui auront été apposés sur mon passeport. Juste un moment après, à 8h45, le train démarra. C'était le 2 octobre 1872. Le pari était lancé, 80 jours pour faire le tour du monde. Arrivés à Brindisi, nous montâmes sur le paquebot Mongolia qui pointait le cap vers Suez, en Égypte, où il arriva très exactement le 9 octobre 1872. Là, un agent de police nommé Fix arpentait le quai et semblait attendre quelqu'un. C'est seulement plus tard que je découvrais que c'était nous qui l'attendions, me soupçonnant d'être le responsable du vol à la Banque d'Angleterre. Comment cela était-il possible ?
Il faut dire que notre départ n'était pas passé inaperçu à Londres. La nouvelle du pari s'était rapidement répandue parmi les membres du Reform Club, ainsi qu'auprès des journaux et dans le Royaume-Uni tout entier. La police anglaise commença à soupçonner que le pari n'était en réalité qu'une ruse pour fuir avec le butin. Je dois dire que l'image du voleur gentleman m'allait comme un gant. Fix suivit alors Passepartout, qui débarqua pour faire quelques achats et qui, séduit par l'extrême politesse de l'agent, lui confia certains détails à propos de notre voyage, surtout à propos du fait qu'on avait quitté Londres en toute hâte, en n'emportant avec nous que quelques affaires, ainsi qu'une grosse somme d'argent. Le paquebot Mongolia reprit son voyage vers l'Orient à destination de l'Inde avec un nouveau passager à bord, l'agent Fix, qui, dès que possible, assaillait de questions le pauvre et naïf Passepartout qui n'avait pas le moindre soupçon du fait que Fix voulait tout simplement lui extorquer des informations. Pendant ce temps, j'avais repris mes petites habitudes londoniennes et je passais mon temps à jouer au whist avec quelques passagers du bateau. Le 20 octobre, le Mongolia arriva à Bombay avec 2 jours d'avance. Je demandai à Passepartout de descendre pour faire quelques emplettes. Négligeant de visiter les lieux magnifiques, je pris tranquillement le chemin de la gare en attendant l'arrivée de Passepartout. Le départ du train à destination de Calcutta était prévu à 8 heures. Soudain, je vis Passepartout courir vers moi. « Excusez-moi, monsieur, mais tandis que je me promenais, j'ai remarqué un magnifique temple hindou et je n'ai pas pu résister à la tentation d'y jeter un coup d'œil. Malheureusement, je ne pouvais pas savoir que l'entrée était interdite à toute personne qui n'était pas hindouiste et de ce fait, j'ai été agressée par 3 énergumènes. Heureusement, j'ai réussi à me sauver. En tout cas, c'est à la dernière minute que nous montâmes dans le train pour Calcutta, sans nous apercevoir que l'agent Fix, lui aussi, venait de monter dans le train quelques wagons avant le nôtre. Le 22 octobre, à 8 heures du matin, le train s'arrêta brusquement dans un petit village à cause d'un imprévu. Il n'y avait plus de rails. Ceci ne m'inquiéta pas beaucoup et je m'éloignai pour chercher une solution alternative. Après quelques minutes, je revenais avec un nouveau moyen de transport, un éléphant. Ce soir-là, nous campâmes dans la forêt. Quelle sensation bizarre! On n'entendait aucun bruit. Pas une âme qui vive à part nous. Soudain, comme par enchantement,
voilà des types bizarres, habillés avec des costumes de cérémonie. Il s'agissait d'un cortège funèbre en l'honneur de Raja Budalkand, et derrière le char, tenu par 2 gardiens, il y avait une très jolie fille. Plus tard, j'appris que la jeune fille s'appelait Adwa et qu'elle avait épousé contre sa volonté le vieux prince. Or, selon la tradition indienne, elle aussi devait être sacrifiée en brûlant à côté du corps de son époux. Mais c'est absurde, brûler vive! Il faut absolument faire quelque chose. Il n'y avait pas de temps à perdre. Passepartout bondit. J'y vais! J'ai une idée! En profitant de l'obscurité, Passepartout se coucha à côté du cadavre du prince et, dès que les flammes s'élevèrent, il se leva en tenant Adwa dans ses bras. Soudain, un cri de terreur s'éleva de la foule. « Le mort s'est levé! Le mort s'est levé !» Il prenait maintenant Passepartout pour le fantôme du prince. Vous imaginez quel tohu-bohu cela provoqua. Profitant de cette confusion, nous avons pu nous enfuir pour rejoindre notre éléphant. Bravo! Excellent, Passepartout! Tu as été incroyable! Le lendemain, nous retrouvâmes de nouveau la voie ferrée en fonction, et donc nous abandonnâmes l'éléphant pour monter dans le train. Entre-temps, Adwa avait repris ses esprits et fut une camarade de voyage exquise. Si vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous pour Hong Kong. Jamais je ne vous laisserai toute seule, ici en Inde. C'est beaucoup trop dangereux. Je vous suis très reconnaissante, Mr. Fogg. À Hong Kong, j'ai un oncle qui sera très heureux de m'accueillir. Le lendemain matin, le train arriva à Calcutta. C'est alors qu'un type en uniforme vint à notre rencontre. « Monsieur Phileas Fogg ? Et vous, vous êtes bien Passepartout, n'est-ce pas ?» Eh bien, aussi incroyable que ça puisse paraître, il était là pour nous arrêter. La raison ? Encore la question du temple que Passepartout avait involontairement profané. Les énergumènes, en plus d'avoir agressé Passepartout, nous avaient même dénoncés. Nous ne pouvions pas savoir que derrière tout cela, il y avait la patte de l'agent Fix, qui voulait nous retenir autant que possible à Calcutta pour permettre à la police anglaise de faire parvenir un mandat d'arrêt. Devant le juge, je m'excusai pour le comportement de Passepartout et demandai quel était le montant de la caution. 1000 livres. Je n'hésitai pas à payer et nous fûmes tout de suite relâchés. Fix était très déçu car il avait raté sa proie encore une fois. Une fois débarqués, nous nous rendîmes à l'hôtel. Ensuite, pendant que j'accompagnais Adwa visiter la ville, Passepartout, lui, s'y rendit pour faire quelques courses. Quelques heures après, nous débarquâmes pour Hong Kong et le voyage continua sans trop d'inconvénients.
Adoua et moi partîmes à la recherche de son oncle, mais on nous informa qu'il vivait désormais aux Pays-Bas. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? C'est très simple. Vous viendrez avec nous. Passepartout ira réserver 3 cabines sur le Carnatic. C'est en réservant les places sur le Carnatic que Passepartout découvrit que le départ aurait eu lieu le soir même et non pas le lendemain matin comme prévu. Comme il se retournait, il aperçut l'agent Fix qui l'invita astucieusement à le suivre dans une auberge. Je vais vous confier un secret, Passepartout. Phileas Fogg est le voleur qui a cambriolé la Banque d'Angleterre et je suis là pour l'arrêter. Ce n'est pas possible, mon patron n'a pas pu faire une chose pareille. Et puis, pourquoi devrais-je vous croire ? Faites-moi confiance, je suis un agent de police et vous devez m'aider à prendre Mr. Fogg. Non, je ne ferai jamais rien contre mon patron. Le regard de Fix était si menaçant que Passepartout allait se lever, mais entre-temps, Fix avait commandé une boisson bizarre. Et Passepartout, pendant la discussion, en avait malheureusement bu une petite gorgée. Passepartout perdit connaissance et puis s'écroula au sol. Fort bien. Et maintenant, voyons, comment préviendras-tu ton patron que le départ du Carnatic a été anticipé ? Il faisait déjà noir quand Passepartout retrouva ses esprits. Il courut à perdre haleine jusqu'au port, juste à temps pour bondir sur le Carnatic. Il s'aperçut qu'Adoua et moi n'étions pas à bord puisque nous n'étions pas informés du départ anticipé du Carnatic. Ainsi, le lendemain matin, Adoua et moi attendîmes en vain Passepartout sur le quai. Là, on nous dit que le Carnatic était parti la veille au soir. À un certain moment, comme par enchantement, un marin s'approcha de nous. « Avez-vous besoin d'un bateau, monsieur ?»« Oui, voyez-vous, j'ai raté le Carnatic et je dois être à Yokohama le 14 novembre pour embarquer sur le paquebot qui nous mènera à San Francisco. » « Eh bien, vous pouvez vous embarquer sur le Général Grant qui part de Shanghai. Si vous voulez, je peux vous amener à Shanghai avec ma goélette. » Soudain, nous entendîmes la voix de Fix. « Permettez-moi de monter avec vous, j'ai cru comprendre que vous embarquiez sur le Général Grant à destination de Shanghai. » « Je vous en prie, faites donc. » Plus tard, Adoua, Fix et moi réussîmes à nous embarquer sur le Général Grant. Et au port de Yokohama, nous retrouvâmes Passepartout qui, resté sans argent, travaillait dans un cirque pour une compagnie d'acrobates extraordinaire. Il savait bâtir des pyramides humaines très, très complexes. Le numéro extraordinaire réussissait toujours. Du moins jusqu'à ce soir-là, quand Passepartout nous aperçut dans le public. Il s'écria alors « Mr. Fogg !» tout en quittant précipitamment la pyramide et en courant vers nous.
La pyramide bascula alors dangereusement et s'écroula pendant que nous nous dirigions en hâte vers le port pour nous embarquer à destination de San Francisco. Entre-temps, Fix avait reçu le mandat d'amener pour m'arrêter. Mais celui-ci n'étant valable que sur le sol anglais, il poursuivit forcément le voyage avec nous sur le Général Grant, décidé à ne pas me lâcher. Le 3 décembre, nous débarquâmes. Nous étions arrivés à San Francisco à l'heure. À 6 heures du soir, nous montâmes dans le train pour New York. La durée du voyage pour traverser les États-Unis était normalement de 17 jours. À bord, Fix et moi occupions notre temps en jouant au whist. Passepartout dormait tout le temps et Adoua admirait le paysage, ravi. Le 4e jour, le train s'arrêta et le responsable du train vint me voir. « Le pont sur le fleuve pourrait s'écrouler à cause du poids. Faudrait continuer à pied, il nous faudra au moins 6 heures pour arriver à destination. » Et il ajouta dans un mécontentement général « y a peut-être une autre possibilité, mais ma foi, c'est assez risqué. En lançant le train au maximum de sa vitesse, nous aurons peut-être quelque chance de réussir à passer. Faut voir. Mais pour cela encore, faudrait-il que tout le monde soit d'accord. » Plusieurs passagers approuvèrent cette idée séduisante et, enfin, tout le monde finit par se mettre d'accord. Sifflant, le train accéléra et passa à toute vitesse sur le pont qui s'écroula immédiatement après son passage avec un bruit effroyable.
Le voyage continua au mieux. Nous pensions qu'enfin nos ennuis étaient terminés. Mais, soudain, les Sioux nous attaquent! Les Sioux nous attaquent! On entendait un vacarme de sabots et de cris sauvages. Avec mes compagnons du voyage, nous nous sommes barricadés en tirant à travers les fenêtres brisées. Nous ne pourrons pas résister longtemps, dit le responsable du train. Les Indiens sont trop nombreux. Notre seul espoir est d'arrêter le train dans les prochaines 5 minutes. La gare de Forquenay est à seulement 2 miles d'ici. Les soldats pourront venir à notre secours. « J'y vais !» s'exclama Passepartout en sortant du compartiment à toute vitesse. Après être passé sous les wagons, il gagna avec une agilité surprenante la tête du train où il décrocha les chaînes de sûreté qui reliaient la locomotive au reste de la rame. Ainsi, le train se mit à ralentir pour finalement s'arrêter à quelques pas de la gare de Forquenay. Malheureusement, dans la bagarre, un Indien avait frappé Passepartout à la tête, qui perdit ainsi connaissance avant de pouvoir regagner notre compartiment. Les Indiens l'amenèrent au campement et le ligotèrent à un poteau en attendant de préparer le feu. Juste à ce moment, j'arrivai avec une escouade de soldats. Les Indiens se dispersèrent et je pus ainsi libérer Passepartout. Merci, monsieur. Vous m'avez sauvé la vie. Après quelques heures de route, nous arrivâmes à la gare où nous attendaient Adoua et Fix. Mais où est le train ? Hélas, il est parti hier soir, répondit Adoua. C'est de ma faute. Si vous n'étiez pas venu me sauver, vous n'auriez pas manqué le train. Contre toute attente, et pour la première fois durant tout le voyage, Fix se rendit utile. Je connais un moyen pour rejoindre le train, dit-il en nous conduisant derrière la gare, où nous vîmes une luge sur laquelle était montée une voile. Par la force du vent et en glissant sur la plaine enneigée, nous gagnâmes ainsi Omaha, où nous montâmes dans le train pour New York. Naviguant à grande vitesse, nous
Nous arrivâmes à New York le 11 décembre à 11h15 du soir, juste devant le quai d'embarquement pour l'Angleterre. Hélas, le paquebot China avait quitté le port depuis 45 minutes. Ce n'était pas possible. Il ne nous restait que 9 jours, et il fallait trouver aussitôt que possible une solution qui nous ramenât à la maison. Soudain, j'aperçus un navire marchand à coque de fer dont tout l'intérieur était en bois. « Je m'appelle Phileas Fogg. Puis-je parler au capitaine ?»« Je suis le capitaine, je m'appelle Speedy. » Comme je lui demandais de nous conduire à Liverpool, le capitaine Speedy faisait la sourde oreille. Alors, je pris du sac un tas d'argent pour le donner au capitaine. « Cela vous paraît-il suffisant pour acheter ce navire ?» Après un moment d'incrédulité, un peu interloqué, il accepta et c'est ainsi que je pris le commandement de l'Henrietta. Pendant que nous naviguions à toute vitesse, rêvant déjà d'être arrivés à Liverpool, un vieux marin s'approcha de moi. « Il n'y a presque plus de charbon, monsieur. Bientôt, nous n'aurons plus de carburant et le navire va s'arrêter. » Je réfléchis un instant, puis voilà l'idée. Démolissez toutes les parties en bois du navire et utilisez-les pour alimenter le feu. Aussitôt dit, aussitôt fait. Quatre jours après, l'Henrietta aborda à Queenstown en Irlande. De là, nous embarquâmes pour Liverpool où nous arrivâmes le 21 décembre à 12h20. C'est à ce moment que Fix s'exclama « Monsieur Fogg, au nom de la reine, je vous arrête pour le cambriolage à la Banque d'Angleterre !» Alors qu'Adois et Passepartout regardaient tout cela horrifiés, il me passa les menottes et me conduisit à la prison de Liverpool. Le temps s'écoulait et j'étais toujours en prison, assis, le regard perdu dans le vide, calme. Mon cœur souffrait sans se résigner à l'idée d'avoir tout perdu. Mon pari et ma liberté. Soudain, la porte s'ouvrit en laissant passer Fix. Monsieur, je vous demande pardon, mais la ressemblance, je ne sais pas comment vous le dire, enfin le cambrioleur a été arrêté à Édimbourg il y a 3 jours. Vous êtes libre.
Je lui décrochai un coup de poing en pleine figure. « Bien joué !» s'exclama Passepartout. Nous sortîmes de prison et montâmes dans une voiture pour nous rendre à la gare d'où partait le train pour Londres. Quand le train arriva à destination, toutes les horloges de Londres affichaient la même heure, 9h moins 10. J'avais achevé le tour du monde et j'étais arrivée avec 5 minutes de retard, 5 petites minutes de retard. J'avais perdu mon pari. Je m'excuse pour tous les problèmes que je vous ai causés. Désormais, je n'ai plus rien à vous offrir, mais j'essaierai de mettre ensemble le peu qui me reste pour vous le donner. Mais que dites-vous ? Vous m'avez sauvé la vie. Je ne peux pas vous abandonner, surtout à présent, dans cette douloureuse épreuve. Nous surmonterons tout cela à deux. Je veux rester avec vous, Phileas. Phileas, voulez-vous m'épouser ? Pour la première fois, mon calme de gentleman m'avait complètement abandonné. Je tremblais comme une feuille dans le vent, mais mon cœur était si heureux que j'arrivais seulement à lui répondre « Je vous aime, Adois !» Et puis j'appelai Passepartout. « Me voilà, monsieur !»« Vite, appelle l'abbé Wilson et demande-lui si demain, lundi, il peut célébrer un mariage. »« Un mariage ? Quel mariage ? » « Ah, ce mariage ! Mais je cours !» Passepartout sortit à 20h05. Mais une demi-heure après, il débarqua à bout de souffle dans la salle. « Mais enfin, Passepartout, en voilà des manières. Pardonnez-moi, monsieur, mais demain, on est dimanche. Allons, Passepartout, ressaisis-toi, qu'est-ce que tu bredouilles, là ? Je vous dis que demain, on est dimanche, je vous en prie, monsieur, et écoutez-moi. Alors voilà, quand j'étais chez l'abbé Wilson, je lui ai demandé de réserver l'église pour demain, lundi, le 23 décembre, pour votre mariage. Et il m'a répondu qu'il aurait été heureux de célébrer les noces, mais
pas demain, plutôt après-demain. Vous comprenez? Vous comprenez, monsieur? Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on est samedi. Nous avons gagné un jour à cause du fait qu'on a fait le tour du monde en voyageant vers l'Est, vers le soleil. Mais alors, mais bien sûr, mais comment n'y ai-je pas pensé tout de suite? Mais quel oubli impardonnable! Vite, il ne nous reste que quelques minutes. Nous bondîmes dans une voiture pour filer à toute vitesse vers le Reform Club. Ce soir-là, au Reform Club, on attendait avec anxiété le résultat du pari. Le dernier train de Liverpool est arrivé à 7h23. Fogg aurait dû être là depuis longtemps. Ah, attendons encore un peu, nous connaissons très bien la ponctualité de Fogg. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Mais non, il a perdu! J'ai contrôlé la liste des passagers du China et le nom de Fogg n'y figurait pas. Le China était le seul paquebot qui aurait pu arriver à temps à Liverpool. 5 minutes. Encore 5 minutes, et puis nous aurons gagné, dit Thomas Flanagan. Les 5 membres du Reform Club posèrent les cartes sur la table. 8h45. La pendule du salon allait presque sonner les 3/4 quand la porte s'ouvrit toute grande. Me voilà, messieurs, dis-je en m'avançant dans le salon. Mes amis étaient pétrifiés. Voilà, chers amis. J'espère ne pas vous avoir trop ennuyé avec l'histoire de mon voyage. La récompense ne fut pas seulement de me trouver soudain riche et célèbre, mais aussi d'avoir reçu 2 magnifiques cadeaux. L'amitié sincère de Passepartout et l'amour de la belle Adoua. Ne pensez-vous pas que tout cela vaut bien la peine de faire le tour du monde ?